Imagine qu'un simple morceau de poussière soit capable de détruire 70 années de certitudes historiques. Imagine que des scientifiques découvrent qu'un des textes les plus importants jamais trouvés au monde cache un secret, non pas dans son encre, mais dans la peau de l'animal sur laquelle il a été écrit. Et ce secret change tout ce que l'on croyait savoir sur les manuscrits de la mer morte. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment une conversation pendant un déjeuner, une poignée de poussière ancienne et l'ADN d'une vache ont bouleversé l'histoire biblique entière. Et crois-moi, plus l'histoire avance, plus elle devient incroyable. Alors, avant de continuer, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin parce que ce que les chercheurs ont découvert dépasse tout ce qu'on imaginait possible. Pendant des décennies, les Maiskin, les manuscrits de la mer morte, ont été considérés comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques de tous les temps. Des fragments vieux de plus de 2000 ans, cachés dans des grottes désertiques, contenant les plus anciennes copies connues de textes bibliques. Mais malgré toutes les études, malgré les analyses, malgré les meilleurs spécialistes du monde, quelque chose ne collait pas, et personne ne le voyait. Tout a commencé dans le désert de Judée. Un jeune berger cherchait une chèvre perdue près de la mer morte lorsqu'il aperçut l'ouverture d'une grotte. Pour tenter de faire sortir l'animal, il lança une pierre à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, il entendit un bruit étrange, le son d'un objet qui se brise. Curieux, il entra dans la grotte. Là, dans l'obscurité, il découvrit de grandes jarres d'argile ancienne. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux enveloppés dans du tissu, des textes oubliés depuis près de 2000 ans. À cet instant, sans le savoir, ce berger venait de déclencher une révolution historique. Entre 1947 et 1956, les archéologues mirent au jour environ 25 000 fragments provenant de près d'1 millier de manuscrits différents dans 11 grottes près des ruines de Qumran. On y trouvait les plus anciennes copies connues de livres bibliques comme la Genèse, Isaïe et les psaumes, mais aussi des règles communautaires, des chants religieux, des prophéties de fin du monde et des textes mystérieux parlant d'une bataille finale entre les forces du bien et du mal. Ces documents dataient d'une période extrêmement agitée, entre environ 250 avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Une époque marquée par les tensions politiques, les conflits religieux et les débuts du christianisme. Pendant 2000 ans, les rouleaux restèrent cachés dans le désert sec de Judée. Le climat aride les avait protégés alors que tout le reste avait disparu. Quand les chercheurs commencèrent enfin à les étudier, ils comprirent immédiatement l'importance immense de leur découverte. Mais très vite des questions apparurent. Qui avait écrit ces textes? Pourquoi avaient-ils été cachés? Et surtout, à qui appartenaient-ils réellement? Pendant près de 70 ans, le monde universitaire pensa avoir trouvé la réponse. La théorie dominante affirmait que les manuscrits avaient été produits par un groupe religieux appelé les Esséniens. Des auteurs antiques comme Flavius Joseph ou Pline l'Ancien décrivaient les Esséniens comme une communauté isolée vivant dans le désert de Judée, respectant des règles religieuses très strictes et copiant des textes sacrés. Et tout semblait correspondre parfaitement. Les ruines de Qumran se trouvaient juste à côté des grottes où les manuscrits avaient été découverts. Les textes parlèrent d'une communauté organisée avec ses propres lois, ses propres croyances et même un calendrier religieux différent de celui utilisé à Jérusalem. Les spécialistes pensaient donc avoir reconstitué toute l'histoire. Selon cette théorie, les Esséniens vivaient à Qumran, copiant leurs textes sacrés dans leur communauté, puis cachèrent les rouleaux dans les grottes lorsque les armées romaines approchèrent pendant la révolte juive. Pendant des décennies, cette explication fut enseignée dans les écoles, présentée dans les documentaires et répétée dans les musées du monde entier. L'affaire semblait réglée, mais il y avait un problème. En réalité, plusieurs problèmes. Même lorsque la théorie des Esséniens dominait totalement les recherches, certains détails dérangeaient les spécialistes. Les manuscrits étaient beaucoup trop différents les uns des autres. Certains textes existaient en plusieurs versions contradictoires. Certaines copies étaient écrites avec énormément de soin, tandis que d'autres semblaient presque fabriquées à la hâte. Et plus les chercheurs étudièrent les rouleaux, plus les incohérences devenaient difficiles à ignorer. Par exemple, pourquoi une seule communauté religieuse conserverait-elle plusieurs versions différentes du même livre sacré? Le livre de Jérémie posait particulièrement problème. Les manuscrits contenaient deux versions très différentes de ce texte. Une version longue, ressemblant davantage à celle de la Bible actuelle, et une version beaucoup plus courte, avec des chapitres dans un ordre totalement différent. Pour une communauté connue pour ses règles religieuses strictes, cela semblait incompréhensible. Puis, les datations au carbone
commencèrent à compliquer encore davantage la situation. Certains manuscrits semblaient plus anciens que la communauté de Qumran elle-même. Les faits ne correspondaient plus au récit officiel. Petit à petit, certains chercheurs commencèrent à douter. Et si Qumran n'était pas une communauté religieuse? Et si les grottes avaient servi de lieu de stockage pour des textes venant de différentes régions? Et si toute la théorie était fausse depuis le début? Mais malgré toutes ces questions, personne ne possédait de preuves capables de renverser 70 ans de consensus. Puis, en 2012, quelque chose d'imprévu se produisit. Pas dans une grotte, pas lors d'une fouille archéologique, mais pendant un déjeuner à l'université de Tel Aviv. Ce jour-là, un biologiste moléculaire nommé Oded Rechavi s'assit avec un spécialiste des textes bibliques appelé Noam Mizrahi. Ils commencèrent à parler des manuscrits de la mer Morte et des difficultés immenses auxquelles les chercheurs faisaient de face. Des milliers de fragments, aucun numéro de page, aucune méthode totalement fiable pour savoir quel morceau appartenait au même manuscrit. Depuis des décennies, les experts essayaient de relier les fragments en comparant l'écriture, la couleur du parchemin ou la forme des lettres. Mais ces méthodes restaient imparfaites et très subjectives. Alors, Rechavi posa une question extrêmement simple. De quoi sont faits les manuscrits? Mizrahi répondit naturellement, de parchemin, de peau animale. Et à cet instant précis, tout changea, parce que Rechavi était généticien. Et dans son esprit, une idée venait d'apparaître. Si les manuscrits étaient défabriqués à partir de peau animale, alors ils contenaient forcément de l'ADN. Rechavi comprit immédiatement que cette idée pouvait ouvrir une porte totalement nouvelle. Depuis des années, les scientifiques utilisaient l'ADN ancien pour étudier les migrations humaines, les civilisations disparues et l'évolution des populations. Mais personne n'avait jamais tenté d'utiliser cette technologie pour analyser des manuscrits anciens. L'idée paraissait presque impossible. Les rouleaux de la mer Morte étaient considérés comme des trésors inestimables. Ils étaient sacrés pour des millions de personnes et beaucoup trop fragiles pour être endommagés. Impossible de découper un morceau de parchemin ou de prélever des échantillons comme dans d'autres études scientifiques. Les manuscrits devaient rester intacts. Alors, une question cruciale apparut. Comment analyser l'ADN d'un objet que l'on n'a même pas le droit de toucher? La réponse se trouvait là depuis le début, dans la poussière. Pendant des décennies, les fragments avaient été manipulés avec une extrême précaution par des chercheurs, des restaurateurs et des conservateurs. Avec le temps, de minuscules particules de parchemin s'étaient accumulées dans les boîtes de stockage. Cette poussière contenait encore du collagène, provenant des peaux animales utilisées pour fabriquer les manuscrits. Et à l'intérieur de ce collagène, il restait de l'ADN ancien. L'équipe commença alors à travailler sur un projet totalement inédit. Aux côtés de Noam Mizrahi et de spécialistes de Sinosotib, l'autorité israélienne des Antiquités, Rechavi forma un groupe de chercheurs capables d'extraire et d'analyser cet ADN vieux de 2000 ans. Mais le travail était incroyablement difficile. Fabriquer du parchemin détruit déjà une grande partie du matériel génétique. Les peaux animales sont trempées, grattées, étirées et séchées. Ensuite, les manuscrits avaient passé 2000 ans dans des grottes désertiques avant d'être manipulés par des centaines de personnes après leur découverte. Le risque de contamination était énorme. Les chercheurs durent travailler dans des laboratoires spéciaux, ressemblant davantage à des salles stériles qu'à des bibliothèques. Ils portaient des combinaisons intégrales, utilisaient des systèmes de filtration d'air et stérilisaient constamment les équipements avec des rayons ultraviolets. Chaque résultat devait être vérifié encore et encore. Pendant des années, l'équipe réalisa des centaines de tentatives d'extraction et de comparaison. Puis enfin, les premières séquences génétiques fiables apparurent. Et ce qu'elles révélaient allait détruire toute la théorie dominante. La majorité des fragments provenaient de peaux de moutons. Rien de surprenant. Les moutons étaient courants dans le désert de Judée et parfaitement adaptés à cet environnement sec. Mais certains fragments venaient d'un autre animal, une vache. Au début, cela semblait être un simple détail technique. Pourtant, lorsque les spécialistes étudièrent le résultat de plus près, ils réalisèrent immédiatement l'énorme problème que cela posait. Parce qu'une vache ne pouvait pas vivre à Qumran. Qumran se situe dans l'une des régions les plus sèches et les plus hostiles du désert de Judée. Les moutons et les chèvres peuvent survivre dans ces conditions. Ils supportent le manque d'eau, les plantes rares et la chaleur extrême, mais pas les vaches. Les vaches ont besoin d'énormes quantités d'eau et de grands espaces verts pour se nourrir.
Une communauté installée dans cette région désertique n'aurait jamais pu élever suffisamment de bovins pour produire du parchemin en peau de vache. Cela signifiait une chose extrêmement simple. Les manuscrits fabriqués en peau de vache venaient forcément d'ailleurs. Et si certains manuscrits venaient d'autres régions? Alors la théorie selon laquelle toute la collection appartenait à une seule communauté isolée s'effondrait complètement. Une simple analyse ADN venait de pulvériser 70 années de certitude. Mais ce n'était encore que le début, parce que l'ADN permit ensuite aux chercheurs de faire quelque chose d'encore plus incroyable. Ils commencèrent à comparer les fragments entre eux. Deux morceaux de parchemin provenant du même animal possèdent pratiquement le même ADN mitochondrial. Cela signifie qu'il devenait enfin possible de savoir scientifiquement si plusieurs fragments appartenaient au même manuscrit. Pendant des décennies, les chercheurs avaient tenté de reconstituer les textes en observant l'écriture ou l'apparence des parchemins. Maintenant, ils possédaient des empreintes biologiques, et les résultats devinrent rapidement stupéfiants. Le cas du livre de Jérémie fut particulièrement révélateur. Comme les chercheurs l'avaient remarqué depuis longtemps, les manuscrits de Jérémie existaient sous deux formes très différentes. Une version longue ressemblant davantage à la Bible hébraïque moderne, et une version plus courte avec des passages manquants et un ordre totalement différent. Pendant des années, les spécialistes avaient en débattu pour savoir laquelle était la plus ancienne ou laquelle représentait la véritable tradition. Puis l'ADN donna enfin une réponse claire. Les fragments de la version courte étaient écrits sur de la peau de vache. Les fragments de la version longue étaient écrits sur de la peau de mouton. Ils venaient donc probablement de régions différentes et de communautés différentes. Autrement dit, il ne s'agissait pas simplement de copies différentes d'un même texte, c'étaient deux traditions religieuses séparées. Deux groupes distincts considéraient chacun leur propre version de Jérémie comme sacrée. Prends un instant pour réaliser ce que cela signifie. À cette époque, il n'existait pas encore une seule version officielle de certains livres bibliques. Plusieurs communautés juives possédaient des textes différents, des interprétations différentes et parfois même des structures totalement différentes pour les mêmes livres. La Bible n'était pas encore complètement fixée, et l'ADN venait de le prouver. Les chercheurs poursuivirent leurs analyses sur d'autres manuscrits, notamment un texte appelé « Les chants du sacrifice du sabbat », une œuvre décrivant des anges célébrant Dieu dans un temple céleste. Des copies de ce texte avaient été retrouvées à Qumran, mais aussi à Masada, la célèbre forteresse où des résistants juifs affrontèrent les Romains. Là encore, les analyses génétiques montrèrent que les fragments provenaient d'animaux totalement différents. Les textes avaient été copiés dans plusieurs endroits indépendants. Ils circulaient entre différentes communautés. Et plus les scientifiques accumulaient les données, plus une nouvelle image du monde ancien apparaissait. Les manuscrits de la mer Morte n'étaient-ce pas la bibliothèque secrète d'un groupe isolé dans le désert? Ils représentaient quelque chose de beaucoup plus vaste. Un immense réseau de communautés partageant des textes religieux, des idées, des croyances et des traditions à travers toute la Judée antique. Les grottes de Qumran n'étaient probablement pas une cachette appartenant uniquement aux Esséniens. Elles étaient peut-être un lieu sacré où plusieurs groupes déposèrent des écrits importants pour les protéger. Et cette idée explique enfin quelque chose que personne ne comprenait auparavant. Pourquoi la collection était aussi diverse? Pourquoi elle contenait autant de visions religieuses différentes? Pourquoi certaines copies se contredisaient? Parce qu'elles ne venaient pas d'un seul groupe. Elles représentaient tout un monde religieux en pleine évolution. Et soudain, tout devint plus clair. Les chercheurs commencèrent à comprendre que les grottes de Qumran avaient probablement servi de génisa. Dans la tradition juive, une génisa est un lieu sacré où l'on conserve des textes religieux usés ou endommagés au lieu de les jeter. Tout document contenant le nom de Dieu devait être traité avec respect. Imagine maintenant la scène. Nous sommes vers la fin du 1er siècle. Jérusalem est assiégée par les armées romaines. La guerre détruit les villes. Les familles fuient, le monde ancien s'effondre sous leurs yeux. Des réfugiés emportent avec eux leurs textes les plus précieux dans le désert de Judée. Des rouleaux venant de différentes synagogues, des copies provenant de communautés éloignées, des traditions religieuses bidantes variées, des textes transmis de génération en génération, tous cachés dans les mêmes grottes pour survivre à la catastrophe. Cette théorie expliquait enfin la diversité incroyable des manuscrits, et elle révélait quelque chose d'encore plus fascinant. Le monde dans lequel Jésus avait grandi n'était pas un monde religieux uniforme où tout le monde croyait exactement la même chose.
C'était un univers rempli de débats, de visions opposées, de textes concurrents et d'interprétations multiples. Les manuscrits de la Mer Morte montrent un judaïsme vivant, complexe et profondément divisé. Certaines communautés attendaient une guerre finale entre le bien et le mal. D'autres insistaient sur des règles de pureté extrêmement strictes. Certaines utilisaient un calendrier solaire, tandis que d'autres suivaient les cycles lunaires traditionnels. Et même les textes bibliques eux-mêmes n'étaient pas totalement fixés. Le livre de Jérémie n'était pas un cas isolé. D'autres livres présentaient eux aussi des différences importantes selon les manuscrits retrouvés. Cela signifie qu'à cette époque, la Bible était encore en train de prendre forme. Les textes circulaires étaient copiés, modifiés, réorganisés et interprétés différemment selon les communautés. Pendant des siècles, beaucoup ont imaginé les Écritures comme quelque chose d'immuable, transmis parfaitement d'une génération à l'autre. Mais l'ADN des manuscrits raconte une histoire différente, une histoire profondément humaine, une histoire de débats, de désaccords et d'évolution. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est que cette révolution scientifique ne vient pas de l'encre écrite sur les parchemins. Elle vient des animaux eux-mêmes, des moutons, des chèvres, et surtout d'une vache qui n'aurait jamais dû être là. Grâce aux analyses génétiques, les chercheurs peuvent désormais poser des questions impossibles auparavant. Peut-on déterminer les régions exactes où certains manuscrits ont été fabriqués? Peut-on suivre les échanges de textes entre différentes communautés antiques? Peut-on reconstruire les réseaux religieux de la Judée ancienne simplement à partir de fragments de peau animale? Aujourd'hui, les scientifiques d'Otouche combinent déjà l'ADN ancien avec des techniques d'imagerie avancées capables de révéler des écritures invisibles à l'œil nu. Ils créent également des bases de données génétiques d'animaux anciens provenant de tout le Proche-Orient. À partir d'un simple fragment de parchemin, ils peuvent parfois estimer la région où l'animal a vécu. L'étude des manuscrits de la Mer Morte est donc loin d'être terminée. En réalité, elle ne fait peut-être que commencer. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. Pendant 70 ans, les plus grands spécialistes du monde ont étudié ces textes avec toutes les méthodes disponibles. Ils ont traduit des langues anciennes, reconstitué des fragments brisés et analysé chaque détail visible. Leur travail était immense. Mais certaines réponses restaient hors de portée. Puis, la biologie moléculaire est arrivée avec un regard totalement nouveau. Au lieu de lire uniquement les mots écrits sur les manuscrits, les scientifiques ont commencé à lire la matière même dont ils étaient fabriqués. Et cette matière gardait encore une mémoire silencieuse conservée pendant 2000 ans dans les fibres du parchemin. C'est cela qui rend cette découverte si fascinante. Parce qu'au fond, l'histoire des manuscrits de la Mer Morte n'est pas seulement une histoire religieuse ou archéologique. C'est une histoire sur la manière dont la science peut transformer notre compréhension du passé. Une simple question posée pendant un déjeuner a suffi à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire ancienne. De quoi sont faits les manuscrits? Personne n'avait pensé que la réponse bouleverserait tout. Et pourtant, elle a révélé que les manuscrits de la Mer Morte ne représentaient pas les archives secrètes d'une seule secte isolée dans le désert. Ils étaient probablement la mémoire collective de nombreuses communautés juives anciennes, des voix multiples, des traditions différentes, des versions variées des textes sacrés. Un monde religieux beaucoup plus riche, plus vivant et plus complexe qu'on ne l'imaginait. Et pendant tout ce temps, la preuve attendait discrètement dans la poussière au fond des boîtes de conservation. En 1947, un jeune berger lança une pierre dans une grotte et entendit une jarre se briser. Ce geste accidentel permit au monde antique de parler à nouveau après 2000 ans de silence. Puis, en 2020, des scientifiques apprirent à écouter non seulement l'encre des manuscrits, mais aussi l'ADN, caché dans les pots qui portaient cette encre depuis des siècles. Le berger avait ouvert la porte. Le généticien, lui, a enfin compris ce que cette porte essayait de nous dire depuis le début. Et peut-être que les plus grands secrets de l'histoire ne sont pas toujours cachés dans les mots que nous lisons, mais dans les détails invisibles que personne ne pense à regarder. Si cette histoire t'a fasciné et que tu veux découvrir d'autres mystères historiques où la science change totalement notre vision du passé, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un commentaire pour dire ce que tu penses de cette découverte incroyable. Parce que ce n'est que le commencement.